tous et à toutes, bienvenue dans votre magazine Décrypte Éco. Merci de nous suivre chez vous. En tout cas, merci de faire confiance à Ecofin Télévision. C'est parti pour 45 minutes de débat. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on va aborder des sujets brûlants de l'actualité, comme à l'accoutumée, évidemment. On va parler justement du séjour à New York du président congolais, le discours du haut de la tribune de l'ONU. On va également parler de rencontres qu'il a eues justement à New York, de rencontres de haute portée. En tout cas, on va justement discuter ici. Et puis à part ça, il y aura également des questions qui concernent la République démocratique du Congo, l'actualité qui s'est déroulée ici en RDC. On va parler justement du renforcement de la collaboration entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. Et puis on va prendre le troisième sujet qui va s'apaisantir sur le projet d'extension de la ville de Kinshasa qui s'active déjà. On a vu le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, faire une descente sur le terrain la semaine dernière. On va aborder ces trois thèmes. On va discuter autour de ces trois thèmes dans cette émission, dans votre magazine hebdomadaire Décrypte Éco. À tous et à toutes, bienvenue sur Ecofin Télévision. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Avec moi, j'ai reçu en tout cas deux invités avec qui on va discuter, qui vont justement alimenter ces plateaux. À mon extrême gauche, il y a monsieur Serge Bétouf. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Osé, bonjour. Monsieur Serge Bétouf, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes économiste de formation, analyste de questions économiques, mais également politiques de la RDC. En tout cas, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Osé. Et en face de vous, il y a monsieur Cédric Toumbabo. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, cher Osé. Vous avez également de multiples casquettes, entrepreneur. Vous êtes aussi analyste des questions politiques. Et ce n'est pas la première fois que vous passez sur ces plateaux des Décrypte Éco. Oui, je suis un habitué de ces plateaux. Et je profite de l'occasion pour saluer mon aîné Serge Bétouf, avec qui je partage les plateaux aujourd'hui, ainsi que l'équipe technique et tous les téléspectateurs qui vont nous suivre dans leurs domiciles respectifs. Voilà, et donc les dés sont jetés, on va lancer justement le débat. On va commencer avec vous, monsieur Cédric Toumbabo. Le mercredi dernier, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a fait une allocution en marge de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Alors, à part ça, à New York toujours, il a eu des rencontres de hautes, avec des hautes personnalités, dont notamment le président de la fondation Bill Gates, le milliardaire américain. Qu'il faut-il retenir, d'après vous, du discours et du séjour de Félix Tshisekedi à New York? Oui, merci, cher Osé. D'entame de jeu, je vais aborder d'abord les discours du président. Personnellement, je n'ai pas entendu quelque chose de nouveau du côté président. Il a toujours répété les choses qu'il dit souvent à chaque fois qu'il en a l'occasion, même dans des réunions bilatérales, même sur les médias. Il est revenu presque sur toutes les choses qu'il a toujours dit. Pourtant, l'Assemblée générale des Nations Unies a été toujours considérée comme un cadre spécifique permettant aux dirigeants du monde entier de promouvoir ou d'étaler à la place publique leur vision du monde et les problèmes et les défis du monde. Quant à mon président, moi, je n'ai pas senti cette vision-là, je n'ai pas senti cette leadership-là d'un président qui vient d'un pays agressé, un pays en guerre. Le président a abordé le discours comme tout le président normal. Pourtant, le Congo est envahi aujourd'hui. Une partie de notre territoire est gérée par les étrangers. Je crois que la chose la plus importante que le président pouvait vraiment s'apaisantir, ça devrait être la guerre. Et le président survolait ça en parlant du M23 comme groupe terroriste, en demandant des sanctions contre le Rwanda, sans citer l'Ouganda, parce que l'agression que nous vivons à l'Est, les pays impliqués, ce n'est pas seulement des Rwandais. C'est documenté, c'est clair et net que l'Ouganda aussi joue un rôle dans ce qui se passe là-bas. Mais le président n'a pas eu ce courage-là de nommer
ou de citer aussi l'Ouganda qui soutient ces rebelles-là, parce que de temps en temps, ils trouvent le refuge en Ouganda, et pour attaquer Bunagana, ils sont passés par l'Ouganda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a des rapports qui l'attestent, il y a le rapport des Nations Unies qui l'atteste aussi, et le président n'a pas évoqué tout ça. J'estime qu'il a peut-être raté l'occasion de parler comme d'autres leaders mondiaux qui ont pris la parole du haut de cette assemblée. Ici, je prends le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, si vous le citez. Et le monsieur a parlé comme un chef de guerre, en menaçant tout le pays. Ok? Que lui juge comme une menace pour son pays. Il les a nommés, il les a cités, et il les a même menacés. Et pendant qu'il faisait son discours, l'armée était au front. Et en même temps, ils ont tiré... Que reprochez-vous justement au chef de l'État congolais? Mais c'est ce que j'ai dit. Le président devait s'appesantir. Le président devait s'appesantir sur la guerre. Ok. Mais il a vous savez que le ministre israélien, il a amené même les victimes de ce qui se passe là-bas. Notez quand même quelques points. Là, il faut quand même le souligner. Le président congolais, dans son allocution, a quand même évoqué une crise humanitaire. La crise humanitaire qui sévit à l'est de son pays, ça c'est un fait. Pourtant, vous dites qu'il n'a pas. Oui, il a pointé du doigt ces problèmes, les problèmes de sécurité comme étant un frein justement aux objectifs du développement durable en RDC, en dépit des efforts déjà consentis par le gouvernement congolais. Il a cité déjà ce qui a été fait, notamment à travers, il a cité la gratuité de l'enseignement, entre autres, qui a favorisé en tout cas la scolarité de 4 millions d'enfants. Il a également cité le renforcement de la protection sociale. Il a également cité les avancées en faveur de l'industrialisation. Mais toutefois, il y a cette problématique qui revient, il en a parlé, et ça, ce n'est pas une première fois. La vie est sacrée. Cela étant, le président devait penser aux enfants qui sont dans les Massissi, qui sont dans Bunagana, qui n'arrivent pas à étudier comme tous les autres enfants de la République. Les enfants, les 4 millions et 5 millions des enfants qui partent à l'école, ce sont des enfants congolais. Exact. Et les gens là, ces gens-là, pour la plupart, ne sont pas convaincus de ce qui se passe à l'est de la République. Pour preuve, il n'y a que le président lui-même qui a mentionné ça. Pourtant, la guerre d'Israël et celui de l'Ukraine, c'est presque tous les intervenants qui ont fait mention à ça. Mais déjà, il faut le dire, on dénonce qu'il y a une main noire. Mais vous êtes devant ces gens-là. Derrière cette guerre. Vous êtes devant... Mais comment voulez-vous qu'ils parlent encore, qu'ils plaident pour la cause de la RDC? Il faudrait les amener, il faudrait les faire vivre la guerre, comme le premier ministre israélien l'a fait. Il a amené les victimes de ce qui se passe chez lui, juste même dans l'enceinte de l'Assemblée. Et en parlant, il les a montrés. Vous voyez, ces gens-là, ce sont des victimes. Et le Congo, les victimes, c'est compte en millions, mon Dieu. Et on a vu le Premier ministre faire son speech devant une salle qui s'est complètement vidée. Mais il faut noter quand même que ce n'est pas la première fois. Lors de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, on a vu le chef de l'État revenir encore et encore sur cette question-là, pointer du doigt le Rwanda, parler sanguin justement de cette problématique. Il en parle déjà. Monsieur Osé, vous êtes Congolais, je le suis. Est-ce que vous êtes sûr? D'aucuns disent d'ailleurs qu'il parle un peu trop, pointe un peu trop du doigt le Rwanda. Il faudrait maintenant passer aux actes, mais du haut de cette tribune, il est encore revenu sur cette question. Mais il revient sur cette question, c'est pas la première fois. Ok? Vous discutez, mais vous n'avez pas de répondant en termes de force sur le terrain. Pourquoi alors? Mais c'est le problème structurel à l'interne. Vous allez me dire que l'armée est infiltrée, nous n'avons pas de capacités nécessaires. Mais le président est là, ça fait plusieurs années. Il faudrait avoir la force à l'interne. Et quand vous discutez avec les gens, tout en gardant votre force. Les rapports entre les États, ce n'est pas la bonne foi, c'est les rapports de force. Alors, il n'a pas que parlé du Rwanda, il n'a pas que parlé des ODD, il a également parlé de 2 sièges permanents pour l'Afrique, plutôt positif d'après vous. Oui, ça c'est tout Africain avéré et soutiendrait ça. Mais il faudrait signaler que ce n'est pas l'initiative du président de la République, Antonio Guterres.
avait mentionné cela, le secrétaire général des Nations Unies avait soulevé cela dans son mot d'ouverture de l'Assemblée. Le président américain en a parlé de la candidature de la RDC. Oui, bien sûr, la candidature de la RDC, je crois que ça va se décider à l'Union africaine parce qu'il y a déjà plusieurs candidats. Oui, justement, il y a déjà plusieurs candidats. Pour l'Afrique centrale, le Congo s'est pointé, mais il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, l'Égypte aussi, et tout doit se décider au mois si je ne m'abuse, au mois d'octobre ou novembre, au niveau de l'Union africaine. Okay. Et à ce moment-là, le Congo doit se chercher les alliés qui vont les soutenir dans cette guette-là. Je vais revenir vers vous, on n'a pas encore épuisé ces sujets, on a juste parlé du premier volet du discours. Je vais prendre votre co-débatteur, monsieur Serge Bétou. Qu'est-ce qu'il faut retenir du séjour à New York du président congolais Félix Tshisekedi? Ok, par rapport à cette question, vraiment je vais beaucoup plus comme mon co-débatteur m'apaisantir sur le discours. Apparemment, d'aucuns pensent que l'allocution du chef de l'État n'était rien du tout. C'est-à-dire, c'est pas moi s'il faut que le président devienne beaucoup plus épidermique, c'est-à-dire qu'il puisse avoir des réactions beaucoup plus épidermiques, ou soit il doit faire les choses comme d'aucuns le pensent. Non. D'abord, il faut savoir que le président est la personne la mieux informée de la République. Ça, il faut le savoir. Et quand le président est monté du haut de cette tribune, écoutez, il sait ce qu'il a dit à la session passée, c'est-à-dire à la 78e session, et il sait ce qu'il a dit présentement à la 79e session. Quand mon frère, à l'entendre parler, c'est comme si le président ne se soucie pas, n'est-ce pas, du sort ou soit de ce que vivent nos frères à l'est de la République démocratique du Congo, loin de là. Loin de là, mon frère. Loin de là, monsieur Cédric. Le président est la première personne. Peut-être vous et moi, nous dormons facilement. Hein. La nuit tombée, on dort, on ronfle nos lauriers. Lui aussi, il dort. Non, mais attendez. Non, mais pas de la même manière que nous autres. Hein? Pas de la même manière que nous autres. Le président ne fait que dire ce qui se passe au Congo. Tant que la situation ne change pas, il doit le dire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'ils disent autre chose, soit qu'ils disent des choses qui vont nous plaire, etc. Des choses qui... centrer son discours, comme votre co-débatteur le disait, il aurait uniquement centré son discours, comme les autres nations en guerre, sur le problème de son pays. Non, vous allez me dire que le président n'a pas évoqué le problème de son pays. Quand il parle de la crise, comment dirais-je, humanitaire, sans précédent à l'est de la République démocratique du Congo. C'est quoi? C'est pas une pièce de théâtre. Il est en train de dénoncer ce qui se passe au Congo. Tout le monde, nous le savons tous, que la communauté internationale est silencieuse par rapport à ce qui se passe au Congo. Un silence, je dirais, complice. Hein? Comme a dit Charles Onana, génocide au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Vous voyez? C'est-à-dire, le président, moi je dis que le président a bien parlé. Il a évoqué les aspects, non seulement des guerres, mais aussi les aspects économiques de la RDC, en cherchant aussi des partenariats économiques, n'est-ce pas? Je veux revenir sur ce qu'a dit mon frère ici. Il a parlé justement de la nécessité des investissements annuels chiffrés à 32 milliards de dollars américains et tout ça. Pour atteindre les ODD. Les ODD, oui. J'aimerais dire ceci à mon cher compatriote et à nos téléspectateurs. Vous savez, la situation de la RDC est complexe. Comme quelqu'un a dit, l'ennemi à Congolais, à Congolais. Vous avez ici évoqué, lorsque vous avez évoqué la candidature de la RDC, il y a des Congolais qui s'opposent. J'ai vu le LGD de Matata Pogno, ensemble de Moïse Katumbi, s'opposer à la candidature comme membre non permanent, de la RDC comme membre non permanent. Mais attendez. On est où là? Certes, on peut ne pas aimer Tshisekedi, c'est ton droit, mais quand même on ne peut pas militer contre son propre pays.
On ne peut pas militer contre son propre pays. Je veux revenir sur ce que mon ami a dit ici, que le président, c'est comme si il ne se souciait pas de la situation qui se passe, qui prévaut à l'est du pays. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, c'est-à-dire, non, à vous entendre, selon ma compréhension. Je ne suis pas responsable de votre compréhension. Non, attendez, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Le président n'a pas mis l'accent sur ce qui se passe à l'est du Congo. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des répondants. Je vous rappelle ici, au mois de décembre 2023, le président invité dans une chaîne, je ne cite pas le nom, lorsqu'il a parlé de ce fameux terme à la moindre escarmouche, vous avez dit, n'avez-vous pas vu ce qui s'est passé ici au Congo? Peut-être, moi je ne suis pas amnésique. Voilà. Attendez, parce qu'il y a eu toute une panoplie de délégations, des ambassades, etc., pour voir le président de la République. Non, comment dirais-je, un peu d'eau dans le vin, etc., pour atténuer. Et nous avons vu la réaction de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'Union européenne et l'OTAN. On envoie la Roumanie au Rwanda pour signer des accords militaires. La Pologne plutôt, excusez-moi. D'ailleurs, le président congolais a échangé avec le président polonais. Vous voyez, la Pologne, c'est un État membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Lorsque vous soutenez un pays agresseur, on comprend directement que le problème de la RDC, c'est pas seulement le Rwanda. Raison pour laquelle le président épuise toutes les voies diplomatiques, toutes les voies de recours. Et là, je crois le tout dernier, c'est celui de Luanda. Joao Lorenzo a évoqué aussi. Il n'y a pas que les discours, il y a également eu des rencontres, je l'ai dit incessamment. Le président congolais a eu également des rencontres avec notamment son homologue, entre autres, polonais, mais aussi avec le président de la fondation Bill Gates. C'était le mardi 24 septembre. Les deux personnalités ont longuement évalué l'action humanitaire en faveur des enfants congolais. Et donc, Bill Gates a promis, à l'issue de ces échanges, d'appuyer le secteur de l'agriculture de la RDC et souhaite visiter la nation congolaise au cours de l'année prochaine. Un petit mot. Bon, c'est une promesse. Attendons voir. Notre souhait de voir aussi des grands investisseurs, parce que Bill Gates n'est pas une personne moindre. C'est un grand homme. Au-delà de tout ce qui s'est dit autour de lui, voilà, que j'entendrais dire, entre guillemets, qu'il est parmi ceux-là qui alimentent le conflit à l'est du Congo, etc. Bon, ça, ce ne sont que de... Il a lui-même sollicité cette audience auprès du président congolais. Il a sollicité. Il a fait le premier pas. Vous savez, le président est en train de faire les choses comme il se doit. Plaise à ceux qu'ils veulent. D'accord. C'est-à-dire, le président fait des choses comme il se doit. C'est-à-dire, il ne faut pas... Je vais donner la parole à votre co-débatteur pour montrer ces sujets. Vous avez déjà dépassé. Vous avez dépassé. Je vais pas dépasser. Jusque-là, les discours du président de la République, je ne vois rien. Il a péché. Il a péché en quoi? La question est celle de savoir en quoi est-ce qu'il a péché. Le fait de dire, même Dieu dit, pour l'amour des Sion, je ne mettrai point. À la loi et aux prophéties, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour ce peuple. C'est ce que dit Dieu. Voilà. Même si le président répète la même chose pendant toutes les sessions, nous, l'objectif c'est quoi? Il faut voir derrière ces discours quel est l'objectif poursuivi. D'accord, alors on va revenir vers vous. On va, Monsieur Cédric Toumbabo, rebondissez. Laissez-moi répondre un peu sur ce que... Et puis vous pouvez prendre le deuxième volet de la question. Monsieur Serge, mon aîné que je respecte beaucoup, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. J'ai compris. Je suis l'auteur de mes propos et je suis le mieux placé pour en donner les contenus, les contextes. Alors que je suis vivant, vous ne pouvez pas parler à ma place. Non, je n'ai pas parlé à votre place. Vous dites le président parle, mais il a toujours parlé. Est-ce que le parler seul suffit? Non. Les cas que le Congo se trouve, le Congo n'est pas un pays isolé. Au moins, le Congo c'est tout un pays. Il y a d'autres pays comme le Congo qui existent. Ok? La même situation que nous vivons. L'Israël vit aussi la même situation. Et quand le premier ministre israélien parlait, il a privilégié aussi les dialogues. Vous savez, non, vous n'avez pas la même. Le Congo n'a pas la même audience que l'Israël sur la scène internationale. Oui. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Parce qu'il a parlé, il a privilégié aussi les discussions
pour aboutir à la paix. En même temps, il a dit, si vous nous frappez, nous allons vous frapper aussi. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que vous avez évoqué les réactions de l'Israël. Vous avez évoqué les réactions d'Israël. Je vous donne un simple exemple. Oui. Lorsque le procureur près la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt, je crois, quelque chose de comme ça, un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Avez-vous vu la réaction? Avez-vous lu la réaction des États-Unis et des pays occidentaux? Rébondissez. Le même pour les autres, pour les occidentaux. Mais voilà, il y a aussi une deuxième. Pour les occidentaux, les Israéliens, les Ukrainiens sont des humains. Mais pour les Congolais, c'est-à-dire pour eux, peut-être, je le dis, ça m'engage que moi. On parle de la RDC, on revient. Nous sommes des Cro-Magnons. Peut-être pour eux, nous sommes des Cro-Magnons. Revenons alors dans le débat. Oui, merci. Le président doit parler. Le président doit parler parce que le Rwanda, je vous rappelle que le Rwanda, pourquoi est-ce qu'il doit tenir ses discours? Il doit toujours dénoncer cela. Le Rwanda est soutenu. On va revenir vers vous. À 50%. Le budget du Rwanda est soutenu à 50% par ces occidentaux-là. Alors il faut le rappeler. Il faut qu'il soit tenu au courant que vous êtes en train de soutenir un criminel. Vous êtes en train de soutenir le génocide qui ne dit pas son nom. Merci. Je peux parler. Merci. Parlez, je vous en prie. D'accord. Rebondissez dans 2 minutes. Vous comprenez ça? À votre niveau, vous comprenez? Vous venez d'évoquer ici que le président de la République est le mieux informé de la République. Et il le sait. Tout à fait. Est-ce qu'en prenant la parole du haut de l'Assemblée générale des Nations Unies, est-ce qu'il les a indexés? Parce que d'autres pays les font. Quand je prends l'exemple du Mali, le Mali a indexé la France. Ok? Quand vous prenez le cas de Burkina Faso, le Burkina Faso a indexé les Occidentaux. Tout comme le président de la République avait indexé. Il a indexé qui? Il a indexé l'Union européenne, donc il a dit que c'est comme si. Mais il n'y a pas que le discours. Il n'y a pas eu que le discours. Il y a également eu le ne suffit pas. La tribune des Nations Unies n'est pas la seule auditoire. Oui, mais bien sûr. Je dis pas la seule auditoire. On va clore ces chapitres. Est-ce que je peux parler aussi? Mais soyez tolérant. Mais je ne peux pas. Non, là vous me prenez d'autres choses. Laissez-moi parler. Parlez. Quand vous faites le diagnostic, vous traitez de Kagame d'un terroriste. Je le confirme, c'est un terroriste, mais il est soutenu par qui? C'est par ces occidentaux-là. Est-ce que le président il a le courage de le dire du haut de l'Assemblée? Parce qu'il faut les dénoncer. Nous sommes un pays indépendant. Ok? Oui, bien sûr. Mais jusqu'à quand nous allons continuer dans les histoires géopolitiques? Voilà la situation. Il n'y a pas eu que le discours. Il n'y a pas eu que le discours. Nous allons continuer jusqu'à quand? Le président il n'y a pas eu que les 2 discours, évidemment. Il y a également eu des rencontres avec le chef de l'État. Notamment, il a rencontré ses homologues, notamment polonais, de la Pologne. Et puis, il a également eu des échanges avec le président de la fondation, Bill Gates, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui promet d'appuyer la RDC dans le domaine de l'agriculture et qui promet justement de venir au cours de l'année prochaine pour une visite ici en RDC. On peut aborder ces deuxièmes volets. Oui, monsieur Osé, c'est vraiment important pour moi. Laissez-moi parler dans mon temps, je vais revenir sur ça. Je dis ceci. Que M. Serge me comprenne un peu. Je vous comprends. Mais restons dans le débat. Les alliés du Rwanda, ce sont des Occidentaux. Ok. Et c'est établi, c'est documenté que la guerre, c'est une guerre économique. C'est pas pour rien qu'on parle des jeunes gosses au Congo. C'est parce que c'est une guerre économique. Ça, c'est marqué. Oui, c'est connu de tous. Voilà. Ces minéraux-là sont achetés où? C'est pas les Occidentaux, les minéraux de ça. D'ailleurs, les Congolais avaient porté plainte contre Apple, les géants de la technologie occidentale. Ok? Ils le savent. Okay? Justement. Les rencontres que vous évoquez bilatérales avec le président polonais, c'est pas la première fois que le président depuis son accession au pouvoir. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois aussi qu'il rencontre Bill Gates. Qui a demandé lui-même Bill Gates, demandé ou pas, ce n'est pas la première fois que Bill Gates rencontre le président de la République. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette Aujourd'hui, nous parlons de la Pologne. La Pologne, c'est un grand pays, c'est un membre de l'OTAN. Mais s'il faut parler en termes de représentativité des pays qui pèsent vraiment en Europe, tout comme dans l'OTAN,
la Pologne ne vient pas en première position. Alors, les pays qui viennent en première position, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez la France et ainsi de suite. Mais tous ces présidents. Qu'est-ce qu'il faut attendre justement? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Si sous-estimer la Pologne, s'il vous plaît, je ne qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces rencontres? Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces rencontres? Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces rencontres? Que je suis resté vraiment confiant, entendant le retombée des voyages du président pendant plus de 5 ans, je suis arrivé au point où je me dis tout ce que le président fait en termes de diplomatie, moi je reste dubitatif. Mais moi je reste dubitatif quand même. Oui, quelles sont les langues qui se délient? Dénonciations même au niveau international. Qui a dénoncé? À part les Congo, je vous rappelle. Mais en tout cas, non, mais le parlementaire belge, suivez le parlementaire européen, ne dénonce-t-il pas? Non, laissez-le. Lorsque vous inventez la diplomatie agissante du président de la République, vous devez vous faire des alliés qui vont d'une manière ou d'une autre évoquer aussi, plaider votre cas. Ok, rien que ces déplacements du président de la République pour New York, il n'y a aucune nation au monde, je dis bien aucune nation au monde, n'a fait mention de ce qui se passe à l'est du Congo. Ok, aucune. Moi j'aurais voulu. Vous savez, si le président devait aller là-bas pour répéter, on va prendre le deuxième sujet. Oui, allez-y. Si le président devait aller là-bas pour dire les choses qu'il a toujours dit, je préfère qu'il devait envoyer soit Madame Soumino aller lui représenter. C'est pas aussi un péché. On tourne ces chapitres. On va prendre le deuxième sujet parce qu'on court vraiment derrière les temps. On prend le deuxième sujet. On va prendre le deuxième sujet. On va discuter sur le renforcement, en tout cas, de collaboration entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a justement reçu la semaine dernière, a échangé avec les animateurs de cette cour. Et il y aura justement une séance de renforcement des capacités des députés nationaux en matière d'audit, d'élaboration et d'exécution du budget, ainsi que sur le contrôle de dépenses publiques. Et pourquoi? Tout simplement pour permettre aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audit pour mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. Alors, comment cette collaboration pourrait-elle améliorer les contrôles des finances publiques en RDC? D'après vous, Serge Bétou, je retourne vers vous. En fait, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème dans cette collaboration entre la Cour des comptes et la Chambre basse du Parlement, du moment où on vise le renforcement de capacité, surtout de la commission ECOFIN, pour pouvoir mieux contrôler le gouvernement. C'est quelque chose de bien, c'est une belle initiative, mais comme toujours, de telles initiatives, c'est pas une première, je pense. C'est pas une première, mais je me pose une question. Je me pose une question. On a assisté à une théâtralisation, soit à un phénomène ici de l'IGF et la GECAMIN. C'est presque la même chose. Je me pose maintenant la question. Ceux de la Cour des comptes qui vont aller former les parlementaires, les députés nationaux, qui va supporter le frais de formation? Est-ce le Parlement ou la Cour des comptes? Parce que c'est la même chose, le même problème qui a suscité la poursuite contre l'IGF. N'est-ce pas? Parce que c'était la même demande que la GECAMIN avait formulée, n'est-ce pas, pour pouvoir renforcer la capacité de gestion financière de ces agents auprès de l'IGF. Et la GECAMIN a payé une enveloppe de 150 000 $ américains qui a suscité des problèmes sérieux, des débats télévisés. L'IGF a été traité de tout le nom d'oiseau. En l'occurrence, M. Jules Alinguette, je me pose maintenant la question. Le Parlement vient de faire la même demande. Qui va s'y porter? Et si le Parlement déboursait quelque chose pour payer ses inspecteurs? Parce que c'est un travail à l'extra. Voilà. Vous voyez un peu? Les consultants. C'est un travail des consultants. Qui va payer? Et si le Parlement payait, doit-on poursuivre M. Kamerhe, le président Kamerhe? Ou soit le Parlement pour avoir effectué cette dépense et aussi... Non mais attendez.
Donc, comme quelqu'un, comme un comédien dit bon, qu'il y tour à tour, ouais, c'est pas s'il faut dire ça comme ça. C'est Non, des moi, personnes d'après vous relancent le débat autour de cette imbroglio sur l'affaire sur l'affaire l'UGF et la GECAMIN. En fait, je ne trouve pas de mal. La démarche du président Kamer est tout à fait légitime et tout à fait normale. C'est une chose à encourager. Mais ça s'apparente. C'est la même chose qui s'est passé avec l'IGF et la GECAMIN. C'est la même chose qui s'est passée entre l'IGF et la GECAMIN. Moi, je ne trouve pas. Non, c'est quelque chose de bien pour que nos députés soient outillés pour mieux contrôler l'exécutif. N'est-ce pas? C'est quelque chose de très normal et d'encourageant. Mais la question, qui va s'y porter? Et si le Parlement, la Chambre basse, supportait cela, le frais des formations, doit-on poursuivre le Parlement, la Chambre basse, avec le président? Voyez un peu. Vous vous interrogez, on va revenir vers vous. Ce ne sont que des questions que l'on se pose. Je veux me tourner vers votre co-débatteur cette fois-ci, M. Cédric Toumbabo, le renforcement justement des collaborations entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. Comme je l'ai dit, l'objectif est de permettre justement aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audit et afin de mener des missions de contrôle efficaces au sein du gouvernement. Plutôt une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle du moment où on va lutter contre le détournement. C'est ça l'objectif. Mais seulement la Cour des comptes. Je m'en vais lire ici l'article 180 de la Constitution, paragraphe 3, qui institue la Cour des comptes. On dit la Cour des comptes contrôle dans les conditions fixées par la loi la gestion de finances de l'État, de biens publics, ainsi que le compte de province, des entités territoriales décentralisées. Voilà. Et la Cour des comptes ne contrôle pas que le gouvernement. Le Parlement utilise les fonds publics. Ok? Le Parlement, bien qu'il organe non seulement des contrôles, c'est un pouvoir législatif, voilà. Ils ont une ligne budgétaire, je crois l'économiste en face de moi les confirmera. Tout à fait. Oui, ils gèrent l'argent de l'État. Tout ce qui touche à l'argent de l'État, la Cour des comptes peut s'amener pour vérifier comment autant que l'IGF, autant que l'orthodoxie financière dans la manière de gérer. Mais la demande du président de l'ensemble, l'initiative, je les trouve un peu, à mon sens, un peu ambiguë. Parce que il s'agit de séances de renforcement des capacités bien sûr, de députés, surtout ceux qui sont membres de la commission ECOFIN. Bien sûr, l'Assemblée nationale a ses organes techniques. L'ECOFIN gère les questions financières. Justement, il s'agit de renforcer la capacité. Ce renforcement des capacités-là ne peut pas être orienté seulement vers le gouvernement. Non, là on parle entre autres des objectifs poursuivis, mais on ne dit pas que ça se limite seulement au contrôle du gouvernement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais emboîter dans le même sens que mon aîné Serge. Qui va supporter les charges de cette formation? Parce que on va former les gens. Les députés, ils sont au nombre de combien? C'est plus de 5 ans. On va être outillés en ce qui concerne d'audit. Oui, la commission, s'il s'agissait de 2 personnes. La commission, c'est pas 1 ou 2 personnes. Et ça se passera dans quelles conditions? Ok? Vous vous interrogez. Qui va, n'est-ce pas, c'est dans la ligne budgétaire de la Cour des comptes. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'est dans la ligne budgétaire de l'Assemblée? Est-ce que c'était prévu? Vous voyez comment j'aurais voulu que le président de l'Assemblée formule sa demande vers le gouvernement, que le gouvernement mette les moyens pour former les députés en matière d'audit et tout ce qui va avec. Et surtout que il faut dans la commission ECOFIN, on ne prend pas n'importe qui. On ne prend pas les on ne prend pas. Vous vous interrogez justement sur le financement de cette séance de renforcement des capacités. On va prendre le dernier sujet, il nous reste très peu de minutes. En 30 secondes. Toujours dans la même logique. En fait, le problème c'est quoi? On peut bel et bien être un chevronné à la matière, c'est-à-dire financier, parce qu'il y a la commission ECOFIN, on choisit certainement de financiers, des députés qui ont suivi cette filière ou cette discipline-là. Mais cela n'empêche la
comment dirais-je, le renforcement de capacité. Raison pour laquelle, si vous allez au Conseil permanent des comptabilités au niveau, vous trouverez des financiers qui sont là-bas pour être encore formés de plus. C'est-à-dire, voilà, merci. Oui, c'est là. Merci beaucoup. Ça, je ne remets pas en cause. Moi, moi, de mon côté, je suis pédagogue de formation. Un pédagogue, il reste en formation continue. Donc, c'est toute sa vie. Mais ça doit être programmé. Alors, on va prendre le dernier sujet. On va prendre le dernier sujet. En quelques minutes, le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Bumba s'active, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'active justement pour la mise en œuvre de ces projets. L'objectif est donc en tout cas, l'objectif de sa descente sur le terrain le dimanche dernier était de s'assurer que cette zone désignée pour bâtir la nouvelle ville moderne répondrait parfaitement aux enjeux avant le début de travaux. Et d'après le gouverneur justement de la ville de Kinshasa, ces projets d'extension de la capitale congolaise va permettre de sortir le quinoa de la promiscuité dans laquelle ils vivent et créera plus de 10 000 emplois pour le jeune. Monsieur Cédric Toumbabo, on reste avec vous. Un ambitieux projet de la part du gouverneur de la ville de Kinshasa. Les discours. On parle d'une descente sur le terrain. C'est le discours. On parle d'une descente d'inspection. Il n'est pas le premier. Monsieur Osé, vous pouvez vous rappeler... La première phase, c'est la mise en place d'une zone industrielle, mais on a déjà la zone économique des Maluku. Mais il y a quand même une usine de fabrication de carreaux, une usine de production justement des boissons. Ici, nous parlons du gouverneur de la ville. Allons-y. Ok. L'usine de production de carreaux, de Pepsi. Il s'agit justement de la zone industrielle. Cette zone-là, cette initiative-là n'est pas du gouverneur. Le gouverneur s'y veut, élargir la ville de Kinshasa. Il va y tendre, justement. Oui, bien sûr. Il faut se poser des questions. Il a présenté un programme. On gère un pays par rapport à son programme. On ne dort pas, on se réveille comme ça, on annonce les choses à la télé, on applaudit et après il n'y a rien. Je vous ai rappelé ici de l'ancien gouverneur Ngobila qui nous a fait chanter ici les métroquines dans les virtuels. On a même chanté ici, c'est quoi chanter métroquines. Jusqu'à ce qu'il a quitté, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, on sent quand même un gouverneur très actif sur le terrain. On sent la volonté de faire, de bien faire. L'actionnabilité du gouverneur, c'est pas en fonction des mouvements et des interviews à la télé, aux médias. Non. Des actions concrètes. Il faut avoir des choses palpables. Et à ce jour, Daniel Bumba a présenté un programme au niveau de l'Assemblée provinciale, chiffré à 10 milliards pour 5 ans. Voilà. Et pour cette année, le programme, je vois, c'était autour de 700 quelque chose de millions de dollars pour cette année. Alors, il a visité le site de Maluku. Combien l'enveloppe est de combien déjà déboursé pour entamer ces travaux-là? Encore des interrogations. Alors, pourquoi Non, ce sont des questions. Nous voulons les changements. Exactement. Les dirigeants doivent comprendre que les changements dont on cherche ici, ce sont des changements structurels et factuels. Voilà. On ne veut pas des choses, des mesures cosmétiques. Non, on veut des choses factuelles. Alors, vous pouvez démontrer. Il reste très peu avec de les temps. chiffres. Alors, je vais vite faire accorder la parole à monsieur Serge Betou par rapport à ces projets. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa. On parle d'un projet qui peut générer 10 000 emplois pour des jeunes dans sa première phase, qui consiste à la mise en place d'une zone industrielle. En quelques minutes. 2 minutes. Kinshasa, ma capitale, ma ville natale. Ça fait parfois mal. Bon. Monsieur Bumba, monsieur le gouverneur Bumba a mis le vœu d'étendre Kinshasa. C'est une très bonne chose. Je crois que mon co-débatteur a vraiment épinglé des points très essentiels. La ligne budgétaire de cette année pour lancer les travaux. Vous savez, moi je crois que faire quelque chose pour les Quinois sans les Quinois, c'est faire quelque chose contre les Quinois, comme on dit. Vous voyez un peu. Allez sillonnez votre micro-baladeur, posez la question à la population lambda. Est-ce que la première question, la vulgarisation pose problème d'après vous? Pose problème aussi. C'est une très bonne initiative, mais nous devons quand même nous imprégner de la vision, ou soit de ces projets. Comme mon co-débatteur vient de le dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, ce qui a manqué à notre capitale, c'est l'adaptation, une politique d'adaptation. Kinshasa a été construite pour 700 000 habitants à l'époque coloniale. Aujourd'hui, nous sommes près de 20 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire, nous avons les mêmes artères, les mêmes routes, les mêmes communes. Exact. C'est-à-dire,
Voilà. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bien d'étendre la ville. C'est bien, mais vous allez d'abord, je parle par exemple de la zone industrielle. Vous nous parlez d'une nouvelle zone industrielle. D'abord, l'actuelle zone industrielle, il y a combien d'industries qui ont déjà vu le jour, à part 2 industries dont on parle, Caro. On peut étendre la zone. D'abord, il se pose. Allez-y, on va chercher. D'abord, il faut voilà. d'abord, il faut chercher des partenaires. Il faut d'abord chercher à vraiment rendre cette zone industrielle industrialisée. C'est pas avec 2 industries qu'il faut faire, c'est pas moi, il faut crier haut et fort, sonner de la trompette partout. Que non. Nous avons d'abord besoin de voir cette zone industrielle actuelle être réellement activée. Le départ est déjà bon, mais nous voulons voir des industries naître. Pourquoi? Lorsqu'il y aura des industries dans cette zone-là, eh bien, ils vont engager du personnel. Les gens vont quitter Ngaliema pour aller travailler là-bas. Voilà. Et une fois là-bas, ils chercheront à acheter à avoir des logements de l'autre côté. C'est ça. Merci. Vous allez construire là-bas sans industrie. Moi, je vais aller faire quoi là-bas? Merci. S'il vous plaît. Excusez-moi, Monsieur Serge, il n'y a pas un vraiment à la fin. Le début n'existe pas. Ce n'est pas en partant tambour battant et puis annoncer que je suis venu inspecter. C'est là infaisable. Avec quoi comme moyen? On est ici, on reviendra après une année. C'est ça, raison pour laquelle on dit parfois nos autorités nous rendent sceptiques. On n'est pas sceptiques. Les Congolais nous acceptons tout à l'heure. Mais tellement qu'on a dans le couloir, le débat va se poursuivre. Mais les temps est déjà. C'est pas de notre faute que nos autorités parfois fait défaut. Monsieur le gouverneur, on a beaucoup à dire, mais la télé c'est également les temps. Merci, monsieur Serge Toumbabo. Merci. Serge Bétou, pardon. Merci, monsieur. Si je peux balancer quelque chose, que le gouverneur, nous ne sommes pas contre le gouverneur, qu'il nous comprenne tellement qu'on nous a promis trop de promesses. On est devenu comme les Congo chez nous au Congo central, on dit Buka Mona Buka Kwikila. Voilà, merci beaucoup également à monsieur Cédric Toumbabo d'être passé sur ce plateau. Oui, merci beaucoup. Le débat nous a laissé certainement sur notre soif, mais on va continuer, on va poursuivre cela la semaine prochaine, avec le même plaisir. Merci à vous d'avoir suivi Décrypte Éco et resté scotché au programme de la première chaîne économique en RDC, Ecofin Télévision. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Décrypte Éco. Au revoir.